Le lendemain de Pâques, je me tenais au milieu du salon de mes parents, cette même pièce où, à peine 24 heures plus tôt, ma fille de 7 ans était assise dans un coin, parfaitement immobile, regardant ses cousins déchirer boîte après boîte de cadeaux pendant que ses propres mains restaient vides. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait juste levé vers moi ses grands yeux silencieux et murmuré quelques mots qui resteront gravés dans ma poitrine pour toujours. Maman? Est-ce que je les ai déçus? Je ne lui ai pas répondu ce soir-là. Mais le lendemain matin, j'ai répondu pour nous deux. Et quand j'en ai eu terminé, le monde si soigneusement construit de ma famille, 30 ans de secrets, de favoritisme et de manipulation financière, s'est entièrement disloqué. Pas parce que j'ai crié, pas parce que j'ai supplié, mais parce que j'avais finalement calmement fait les comptes, et j'étais prête à encaisser. Je m'appelle Camille Arnaud. J'ai 41 ans. Je suis expert comptable, mère de famille, et jusqu'en avril dernier, j'étais la personne la plus exploitée de toute ma famille. Ceci est l'histoire de comment j'ai arrêté d'être utile pour commencer à être libre. J'ai grandi au Vésinet, en région parisienne, la deuxième des deux filles nées de Gérard et Pascal Arnaud. Ma sœur aînée, Béatrice, était tout ce que mes parents désiraient chez un enfant. Elle était bruyante, charmante et naturellement belle, d'une manière qui poussait les inconnus à s'arrêter pour lui sourire. Elle avait ce côté magnétique, le genre qui vous fait lui pardonner avant même qu'elle n'ait fait quoi que ce soit de mal. J'étais l'autre fille. Je n'étais pas moche. Je n'étais pas invisible, mais j'étais utile. C'était le mot que ma mère utilisait pour me décrire, et dans sa bouche, c'était un compliment. Camille est notre fille pragmatique, disait-elle lors des dîners, pendant que Béatrice étincelait à l'autre bout de la table. Elle a tellement les pieds sur terre, on peut toujours compter sur elle. J'ai appris très tôt qu'être celle sur qui l'on pouvait compter était ma façon de mériter ma place dans la famille. Alors que Béatrice était félicitée pour sa simple existence, j'étais félicitée pour mes performances. Alors, j'ai performé. J'ai intégré l'université Paris-Dauphine, j'ai été diplômée avec mention très bien en comptabilité et finance. J'ai fondé mon propre petit cabinet à 28 ans. À 35 ans, je gérais la comptabilité de 11 petites entreprises, de 2 associations caritatives, et oui, du portefeuille d'investissement de ma propre famille, et ce, gratuitement. Laissez-moi le répéter. Je gérais les comptes financiers de mes parents, j'organisais leurs déclarations d'impôts, j'avais restructuré 2 mauvais placements qui leur auraient coûté près de 40 000 €. Et je les avais aidés à mettre en place une stratégie d'optimisation successorale qui leur a fait économiser plus de 60 000 € d'impôts prévisionnels, tout cela gratuitement. Et je ne m'en plaignais jamais parce que j'étais la fille fiable. La pragmatique, celle qui n'avait pas besoin de magie supplémentaire. C'est en fait une citation directe de ma mère, quelque chose qu'elle m'a dit en face le dimanche de Pâques, et c'est la phrase qui a mis fin à 35 ans de silence. Laissez-moi planter le décor. La maison de mes parents au Vésinet est une grande meulière magnifiquement entretenue sur un terrain de 2000 mètres carrés. Ils ont un lustre en cristal dans l'entrée et un tapis perçant dans le salon qui coûte plus cher que ma première voiture. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils sont à l'aise, très à l'aise, d'une manière discrète mais très délibérée. Chaque année, Pâques chez les Arnaud était un véritable événement. Ma mère décorait la maison 3 jours à l'avance. Il y avait des compositions florales, un déjeuner de traiteur et une grande chasse aux œufs formels dans le jardin avec de vrais cadeaux cachés à l'intérieur des œufs en plastique. Les enfants de Béa, ces 3 petits, âgés de 4, 6 et 9 ans, étaient toujours les stars. Ils arrivaient dans des tenues parfaitement coordonnées, et les cadeaux que mes parents
Préparé pour eux était, sans exception, extravagant. Cette année n'a pas dérogé à la règle. Quand je suis arrivée avec ma fille Rose, 7 ans, à qui il manquait les 2 dents de devant, vêtue de la robe jaune de Pâques qu'elle avait elle-même choisie chez Monoprix, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. La table des cadeaux près de la cheminée croulait sous les paquets magnifiquement emballés. Je les ai comptés rapidement. Mes yeux ont parcouru les étiquettes. Chaque étiquette indiquait, pour Clément, pour Juliette, pour Maxime, les enfants de Béa. Il n'y avait absolument rien pour Rose. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Peut-être que ces cadeaux étaient dans une autre pièce. Peut-être que ma mère avait mis ceux de Rose de côté pour les lui donner en privé. J'ai souri, je me suis servi un café et j'ai regardé Rose courir vers ses cousins pour les serrer dans ses bras, complètement ignorante de la situation. À 10 heures, ma mère a annoncé qu'il était temps d'ouvrir les cadeaux. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, j'ai regardé les enfants de Béa déballer une Jeep télécommandée, 2 tablettes dans leur coque de protection, un coffret de beaux-arts complet, une boîte à bijoux personnalisée, 3 peluches de créateurs et suffisamment de chocolat et de bonbons pour remplir une baignoire. Rose est restée assise à côté de moi sur le canapé tout le long. Elle regardait avec l'attention patiente et minutieuse d'une enfant qui essaie très fort de comprendre quelque chose qui n'a aucun sens. Elle n'a posé aucune question, elle n'a pas gémi, elle a juste attendu. Quand le dernier cadeau a été ouvert et que le papier cadeau a été ramassé, ma mère est passée devant nous avec un sourire et a dit « Et je veux que vous l'entendiez clairement », elle a dit « Oh, Camille, nous nous sommes dit que tu t'étais occupée des cadeaux utiles pour Rose. Tu as toujours été si indépendante. On ne voulait pas en faire trop pour elle. Les enfants de Béa ont besoin d'un peu de magie supplémentaire cette année. Tu comprends ? » Elle m'a tapoté la main et s'est éloignée. Rose a levé les yeux vers moi. Elle avait entendu chaque mot. J'ai demandé à ce qu'on nous excuse pour aller aux toilettes du rez-de-chaussée et je me suis assise sur l'abattant fermé des toilettes avec ma fille sur les genoux, gardant mon sang-froid par la seule force de ma volonté. Pendant qu'elle enfouissait son visage dans mon épaule. Elle ne pleurait même pas encore. Elle était juste très, très immobile. « Maman », a-elle murmuré. « Est-ce que je les ai déçus ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » Je me suis reculée pour regarder son visage et quelque chose à l'intérieur de moi. Quelque chose qui pliait sous la pression depuis 35 ans, c'est finalement complètement brisé. J'ai embrassé son front. J'ai lissé ses cheveux. J'ai dit. Tu es parfaite, mon bébé. Parfaite. Et je te promets que c'est la dernière fois que quelqu'un dans cette famille te fait sentir que tu vaux moins que les autres. Nous sommes partis 20 minutes plus tard. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une pharmacie de garde et je lui ai acheté un cahier de coloriage et une petite boîte de feutre. Ça m'a coûté 11 €. Elle l'a serré contre elle comme si c'était un trésor, et ça a rendu la situation encore plus terrible. Ce soir-là, après que Rose se soit endormie, je me suis assise à la table de ma cuisine avec un bloc-notes jaune et j'ai commencé à écrire. Je ne suis pas une personne dramatique de nature. Je ne poste rien sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas de scène. Je résous les problèmes de manière méthodique, avec des preuves et de la précision, ce qui est exactement ce que j'ai fait cette nuit-là. J'ai ouvert mes dossiers. Au cours des 9 dernières années, j'avais géré les comptes financiers de mes parents avec le même professionnalisme que celui que j'accordais à n'importe quel autre client. Sauf que mes parents n'avaient jamais signé de contrat de prestation de service.
Officiel parce que mon père avait ri quand je l'avais suggéré. On est une famille, Camille, m'avait-il dit. On n'a pas besoin de paperasse. Il avait raison. Nous n'avions pas besoin de paperasse. Ce dont nous avions besoin, c'était que je les facture. J'ai sorti ma grille tarifaire standard. À l'époque où j'ai commencé à gérer leur compte, mon taux horaire était de 80 €. Au fil des années, il était monté à 130 €. J'ai appliqué une moyenne pondérée de 100 € de l'heure, ce que je considérais comme extrêmement raisonnable. J'ai commencé à consigner les heures. Préparation et déclaration fiscale. Annuelle, 18 heures par an. Révision trimestrielle du portefeuille, 6 heures. Par trimestre, 24 heures par an. La restructuration des investissements de 2019. Qui leur a fait économiser 38 000 €, 47 heures. Le processus d'optimisation successoral de 2021, 61 heures. Divers, appels téléphoniques, demande de documents, corrections, correspondance, une moyenne de 8 heures par an. J'ai travaillé en buvant 2 tasses de café et en mangeant presque tout un paquet de biscuits salés. Quand j'ai eu terminé, j'ai fixé le chiffre sur mon bloc-notes jaune. 9 années, un taux horaire très prudent, 0 rémunération. Le total s'élevait à 103 840 €. C'était le prix à payer pour être la fille sur qui l'on peut compter. Ensuite, j'ai fait autre chose. J'ai passé en revue les documents de succession que je les avais aidés à rédiger. Des documents que je connaissais mieux que quiconque parce que je les avais construits. Le patrimoine de mes parents valait environ 1,4 million d'euros, la majorité étant constituée de biens immobiliers et de comptes de retraite. Le plan actuel, que j'avais aidé à structurer, divisait les actifs à parts égales entre Béatrice et moi. Mais je savais aussi quelque chose que mes parents semblaient avoir oublié. J'étais désignée comme l'unique mandataire de leur procuration générale et financière. Si l'un de mes parents venait à être frappé d'incapacité, je contrôlais les décisions financières. Pas Béatrice, pas une banque, moi. Ce document avait été l'idée de mon père. Il m'avait fait une confiance aveugle sur ce point parce que j'étais celle sur qui l'on pouvait compter. Je n'avais pas l'intention d'en faire un mauvais usage. Ce n'est pas ce que je suis. Mais j'avais l'intention d'y renoncer haut et fort, devant témoins, et j'avais l'intention de présenter ma facture. J'ai tout tapé à l'ordinateur cette nuit-là, formaté professionnellement, détaillé, précis. J'ai joint 9 années de documents justificatifs, de relevés d'heures, d'archives de correspondance, des copies de chaque document financier que j'avais touché. J'ai imprimé 2 copies. Ensuite, j'ai écrit une lettre. Je ne vous la lirai pas en entier, mais la phrase d'ouverture était la suivante: Cher papa et maman, veuillez trouver ci-joint une facture pour les services d'expertise comptable fournis au cours des 9 dernières années. Je vous écris également pour vous notifier officiellement qu'avec effet immédiat, je démissionne de mon rôle de mandataire financier et que je mets fin à tous mes services de gestion financière continue. Je l'ai signé. Je l'ai mise sous pli. J'ai mis mon réveil à 7 heures du matin. Et puis, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dormi profondément et sans faire de rêve. Mes parents sont des lève-tôt. Je savais qu'ils seraient à la maison et je savais que mon père en serait à sa 2e tasse de café à 8 heures. J'ai conduit jusqu'au Vésinet toute seule. J'ai laissé Rose chez ma voisine. J'ai porté une veste de tailleur, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que l'armure prend de nombreuses formes, et j'avais appris à choisir la mienne avec soin. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire surpris. Camille, on ne t'attendait pas.
Je sais, ai-je dit. J'ai besoin d'eux. Vous parlez à tous les deux. Ça ne prendra pas longtemps. Mon père était dans la cuisine. Il a levé les yeux, confus mais accueillant. Tout va bien, ma chérie. J'ai posé l'enveloppe sur l'îlot central entre nous. J'ai besoin que vous ouvriez ça, ai-je dit. Ma mère a tendu la main pour la prendre. Elle a sorti la facture en premier. J'ai observé son visage. Son sourire s'est effacé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. C'est une facture. Ai-je dit. Pour 9 années de service professionnel en expertise comptable et en gestion financière, détaillée avec les pièces justificatives. Le total est de 103 840 €, basé sur un taux prudent nettement inférieur à ma tarification actuelle sur le marché. Mon père s'est levé lentement. Camille, c'est exact, ai-je dit. Je peux vous détailler chaque ligne de facturation. Si vous le souhaitez. Il y a eu un long silence. Puis ma mère a posé la facture et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, quelque chose entre la colère et la peur. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit. Tu as fait ces choses parce que tu nous aimes. Je vous aime, en effet, ai-je dit. Et j'ai aussi travaillé pour vous. Professionnellement et sans rémunération pendant près d'une décennie, pendant que vous passiez le dimanche de Pâques à offrir aux enfants de Béa une montagne de cadeaux que j'estime à bien plus de 2000 €, et à ne rien donner à ma fille, votre petite fille. Pas une seule chose. Pas même un lapin en chocolat. À 5 €. La mâchoire de mon père s'est contractée. Nous t'avons expliqué que tu m'as dit que Rose n'avait pas besoin de magie supplémentaire. J'ai dit qu'elle a 7 ans. Elle s'est assise dans votre salon et a regardé ses cousins ouvrir des cadeaux pendant 40 minutes, et ensuite elle m'a demandé si elle vous avait déçu. La cuisine était très silencieuse. Je ne suis pas ici pour me disputer, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour vous faire honte, même si je pense que ce qui s'est passé hier mérite une profonde réflexion. Je suis ici parce que j'ai pris une décision et vous méritez de l'entendre de ma bouche. J'ai sorti le deuxième document de l'enveloppe, la lettre de démission. Officielle. À compter d'aujourd'hui, je démissionne de ma procuration générale et financière. Je me retire également de toute gestion continue de vos comptes, de la préparation de vos impôts et de mes services de conseil en investissement. Je vous recommande d'embaucher un expert comptable diplômé le plus rapidement possible. Je suis disposé à fournir un résumé de transition, mais je ne continuerai pas dans ce rôle sans un accord formel et rémunéré. Ma mère a porté la main à sa bouche. Tu ne peux pas, a commencé mon père. Je le peux, ai-je dit calmement. J'en ai le droit légal, et, plus important encore, le droit personnel. Ce que j'ai donné à cette famille, je l'ai donné de mon plein gré. Mais ce qui s'est passé hier n'est pas quelque chose que je suis prête à encaisser en silence. Ni pour moi, ni pour ma fille. J'ai pris mon sac. La facture n'est pas une demande de paiement immédiat. J'ai dit que c'était une trace, une preuve de ce que mon travail valait et de ce que cette famille a choisi de ne jamais reconnaître. Gardez-la. Mettez-la dans un tiroir. Mais chaque fois que vous la regarderez, j'espère que vous penserez à ce que le mot famille signifie réellement. J'ai marché vers la porte. Mon père a appelé mon nom. Je me suis retournée. Il avait l'air, pour la première fois dans mes souvenirs, sincèrement ébranlé. Pas en colère. Pas sur la défensive. Ébranlé. Est-ce qu'on a vraiment fait ressentir ça à Rose, a-t-il demandé. Oui. Ai-je dit. Vous l'avez fait.
Et je suis partie. Je ne vais pas prétendre que sortir de cette cuisine m'a donné l'impression d'être dans un film. Pas du tout. Mes mains ont tremblé pendant tout le trajet du retour. Je me suis arrêtée à un feu rouge et je suis restée là pendant 30 secondes supplémentaires après qu'il soit passé au vert parce que je n'arrivais pas à me forcer à avancer. Le changement est terrifiant même quand il est justifié. Mais ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi était quelque chose que je n'avais pas totalement anticipé. Dans les 48 heures, Béatrice m'a appelé. Elle avait apparemment eu des nouvelles de notre mère, bien que je n'ai aucune idée de la version des faits qui lui a été rapportée. L'appel a commencé de manière tendue. Et s'est terminé de façon étrange parce qu'à mi-chemin, Béatrice s'est tuée. Dit, est-ce que maman a vraiment dit que Rose n'avait pas besoin de magie supplémentaire? Mot pour mot, ai-je dit. Autre longue pause. Ce n'est pas normal, a dit Béatrice. Et c'est là que je dois être honnête avec vous. Parce que je pense que c'est important. Béatrice et moi n'avons jamais été proches. Le favoritisme dans notre famille nous a façonnés toutes les deux de manières différentes. Elle en a profité matériellement, oui, mais elle a aussi grandi en regardant nos parents utiliser l'amour comme une transaction, et ça fait des dégâts sur une personne, aussi. Elle a appelé Rose l'après-midi même et s'est excusée. Elle lui a envoyé une petite carte cadeau pour la Fnac, un magasin que Rose adore. Ce n'était pas un geste grandiose, mais c'était sincère. 3 semaines après la confrontation, mon père m'a appelé. Il ne s'est pas excusé immédiatement. Il n'est pas fait pour les excuses immédiates. Cela nécessiterait un autre type d'homme que celui qu'il est. Mais il m'a demandé s'il pouvait emmener Rose déjeuner. Juste tous les deux, le grand-père et sa petite fille, là où elle voulait aller. Rose a choisi un restaurant spécialisé dans les croque-monsieur sur mesure. Il l'a emmenée. Il l'a laissé commander 3 sortes de fromages. Il lui a apporté un petit bouquet de tulipes jaunes, sa couleur préférée, et il lui a dit qu'elle était sa petite fille et qu'il l'aimait. Et qu'il était désolé qu'elle ait jamais pu ressentir le contraire. Elle est rentrée à la maison et m'a dit très sérieusement, Papy a dit pardon. Et il m'a laissé prendre un milkshake. J'ai tenu le coup jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Quant à la facture, mes parents ne l'ont pas payée et je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Ça n'a jamais vraiment été le but. Le but était de rendre visible ce qui avait été invisible pendant 9 ans. De mettre un chiffre sur ce que ma fiabilité m'avait coûté, pour que la prochaine fois que quelqu'un me traiterait de pragmatique ou d'indépendante, nous sachions tous les deux ce que ce mot avait historiquement signifié. Ma mère ne m'a pas appelé directement depuis la confrontation. Je pense qu'elle est toujours en train de faire le tri dans ses sentiments, ce qui est très bien. Je fais le tri dans les miens, aussi. J'ai trouvé une nouvelle conseillère financière pour mes propres comptes. Une femme en qui j'ai confiance. Pour la première fois depuis des années, je ne suis plus la personne qui gère tout pour tout le monde tout en négligeant son propre registre. C'est bizarre. Ça fait du bien. Je veux faire attention à la façon dont je termine ceci parce que je ne suis pas intéressée à me présenter comme quelqu'un qui a tout compris. Ce n'est pas le cas. Je suis en plein chantier, comme la plupart des gens. Mais voici ce que je sais. Le rôle le plus dangereux que vous puissiez jouer dans une famille est celui étiqueté comme la personne fiable. Non pas parce que la fiabilité est un défaut. Ça ne l'est pas. Être sûr qui l'on peut compter, être stable, être la personne sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Ce sont de très bonnes choses. Le problème, c'est quand une famille décide que la fiabilité d'une personne est
Une ressource à exploiter plutôt qu'une qualité à respecter. J'ai passé 35 ans à être reconnaissante que ma famille ait besoin de moi. Ce que j'aurais dû me demander, c'était, est-ce qu'il m'estime? Il y a une différence. Avoir besoin de quelqu'un et l'estimer, ce n'est pas la même chose. Et les enfants? Les enfants, ils voient tout ça. Ils absorbent tout. Rose a ressenti la différence entre elle et ses cousins avant même d'avoir les mots pour la décrire. Elle l'a traduite en quelque chose de personnel, quelque chose sur sa propre valeur. Est-ce que je les ai déçus? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Aucun enfant ne devrait jamais avoir à se poser cette question. Pas dans une famille, pas dans un foyer où l'amour est censé être inconditionnel. Le matin où je suis entrée dans la cuisine de mes parents avec cette enveloppe, je ne prenais pas seulement ma propre défense. Je montrais à Rose, même si elle n'était pas là, à quoi ça ressemble d'arrêter de s'excuser pour sa propre valeur. Je lui montrais qu'un amour sans responsabilisation n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste une habitude. Elle ne connaît pas tous les détails. Elle a 7 ans. Elle n'en a pas besoin. Mais un jour, quand elle sera grande, je veux qu'elle regarde en arrière et voie une mère qui, quand ça comptait le plus, a choisi la dignité de sa fille plutôt que son propre confort. Je veux qu'elle sache que les personnes qui vous aiment devraient le montrer de manière égale, constante, sans astérisque. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de le dire haut et fort. Vous avez le droit d'arrêter d'être pratique. Vous avez le droit de sortir de cette cuisine la tête haute, avec votre facture à la main. Alors, je vous laisse sur ceci. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a pris votre fiabilité pour acquise? Quelqu'un qui vous qualifie de pragmatique ou de facile à vivre tout en s'attendant silencieusement à ce que vous portiez le poids qu'il refuse de reconnaître? Si c'est le cas, que cela leur coûterait-il si vous arrêtiez? Et plus important encore, qu'est-ce que cela vous a déjà coûté? Pensez-y. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est Valira Payback, car la justice, la vraie justice, commence quand on connaît ça.